Alors en manchette aujourd'hui, les règles de distanciation sociale pourraient compliquer l'ouverture de la piscine à Lanoraie et la Marche pour la Société d'Alzheimer s'adapte à la COVID. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du jeudi 21 mai. On débute avec la COVID-19 et la conférence de presse du premier ministre du Québec, François Legault, qui en début d'après-midi aujourd'hui s'était déplacé à Laval. Laval, qui on le sait, est une région qui est très durement touchée par la pandémie de coronavirus. Le premier ministre a indiqué qu'il y a 250 000 masques qui sont envoyés à Laval par le gouvernement du Québec pour distribuer sur son territoire et dans ses transports en commun. Le premier ministre a annoncé que les camps de jour pourraient débuter à compter du 22 juin cette année. C'est une annonce qui était très attendue. Et avec les nouveaux ratios, cela représentera un important défi de recrutement de main-d'œuvre pour les moniteurs et les monitrices. Bien sûr, le ratio, là, il varie en fonction de l'âge. Plus les jeunes sont petits, plus le ratio est bas, plus ça suppose un grand nombre de moniteurs par groupe, c'est-à-dire peu de jeunes par moniteur, on se comprend. Et ce qui représente là, pour l'ensemble du camp, si on prend un camp, environ le double de moniteurs que lors d'une année normale. Le premier ministre a dit ne pas exclure de devoir aider un peu les municipalités pour la facture engendrée par le plus grand besoin de main-d'œuvre dans les camps de jour municipaux cette année. Mais il n'y a pas de chiffres qui ont été annoncés pour l'instant. Pour sa part, le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, a rappelé que peu de jeunes développent des complications graves lorsqu'ils contractent le coronavirus. Donc, il s'agit d'un risque qui est quand même calculé et que, bien sûr, si votre enfant a des problèmes de santé, que c'est mieux de ne pas l'envoyer au camp cette année. Par contre, là, pour ce qui est des camps de vacances, il est trop tôt pour en annoncer la réouverture, compte tenu que les jeunes y couchent aussi. Horacio Arruda a rappelé que les prochaines étapes de déconfinement sont très conditionnelles au respect des règles durant les premières étapes du déconfinement. Et si on se laisse aller, ça va être dur, a prévenu le docteur Arruda. Le premier ministre François Legault a répondu à un journaliste que l'ouverture des écoles primaires à l'extérieur de la grande région de Montréal a été un succès jusqu'à présent et que la grande majorité du personnel de la santé vont avoir droit à des vacances cet été. C'est ce qu'a assuré le premier ministre François Legault. Maintenant, là, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation, à l'échelle provinciale, la santé publique parle maintenant de 3 800 décès reliés à la COVID-19. Et en ce moment, au Québec, il y aurait 1 504 personnes hospitalisées en raison du coronavirus, dont 176 qui sont aux soins intensifs. Le nombre de personnes aux soins intensifs continue de baisser, ce qui est bon signe pour l'instant, mais bien sûr, il faut continuer de rester discipliné et de faire attention. La région de la Naudière, pour sa part, elle compte maintenant 3 594 tests positifs à la COVID-19. Et on vous parlait hier de la reprise de certains sports en pratique individuelle, sans contact, comme le golf et la pêche à la journée. On vous parlait aussi du tennis en simple, avec chacun ses balles marquées. On vous disait que les terrains de Lavaltrie sont ouverts depuis hier. Eh bien, on a appris qu'à Berthierville, on a opté pour une autre façon de procéder. Alors, pour avoir accès au terrain de tennis, les citoyens de Berthierville doivent se procurer une clé à l'hôtel de ville. Il n'y a pas de tarification pour les citoyens de Berthierville, mais il y a un dépôt de 15 $ qui est exigé pour l'obtention de la clé. Et la clé, eh bien, elle devrait être rapportée avant le 1er novembre. Et puisque les bureaux municipaux sont actuellement fermés au public, alors vous devez téléphoner au préalable pour prendre rendez-vous pour aller récupérer votre clé et prévoir le montant exact du dépôt en argent comptant seulement. Et sur le site de la municipalité, là, vous pouvez bien sûr retrouver ces informations, mais vous pouvez aussi retrouver le guide produit par Tennis Québec pour une pratique sécuritaire du tennis en temps de pandémie. Alors, toutes les recommandations pour pratiquer le tennis de façon sécuritaire en temps de pandémie s'y retrouvent. Et nous passons maintenant à notre première pause. À la maison, en situation de maltraitance. Certaines personnes malhonnêtes pourraient profiter de cette situation
pour mettre en place des arnaques financières ou des messages frauduleux. Si vous pensez être victime de maltraitance, qu'elle soit financière, physique ou psychologique, appelez la ligne Aide Abus Aînés. Ils sont là pour vous aider, parce que parler à quelqu'un de confiance, c'est ça aussi, se protéger. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce jeudi 21 mai, le Centre d'action bénévole d'Autrey souligne l'anniversaire aujourd'hui de Robert Clermont de Saint-Ignace-de-Loyola. Alors, bonne fête, Monsieur Clermont, c'était les anniversaires du jour pour aujourd'hui. Alors, c'est maintenant au tour du défi Tête rasée de Leucan de prendre une tournure virtuelle en cette période de pandémie. Il y aura un grand rassemblement virtuel du défi Tête rasée de Leucan le 31 mai prochain. Et cette année, le défi Tête rasée Leucan fête ses 20 ans, souligne Lisanne Gros, elle est la directrice provinciale campagne annuelle et communication à Leucan. Et on veut rassembler les gens et célébrer ensemble le 20 années de solidarité. Et surtout, les gens de Leucan veulent montrer aux familles dont un enfant est atteint de cancer que tout le Québec est derrière elle, poursuit Lisanne Gros. Alors, si vous voulez participer au défi Tête rasée Leucan et aider Leucan à récolter des fonds, vous pouvez vous inscrire en visitant le site web de Leucan. Et bien sûr, en participant, c'est aussi un geste de soutien envers les enfants qui subissent, lors de la chimiothérapie, une modification de leur image corporelle par la perte des cheveux. Et le défi Tête rasée de Leucan n'est pas le seul à prendre une tournure plus virtuelle cette année. C'est aussi le cas de la Marche pour la Société Alzheimer de la Naudière. Michel Bolduc nous explique comment ça va se dérouler. En cette période de pandémie et de distanciation sociale, beaucoup d'activités prennent une forme virtuelle. C'est maintenant le cas de la Marche pour l'Alzheimer organisée par la Société Alzheimer de la Naudière. Pour nous expliquer un peu le fonctionnement, on rejoint par vidéoconférence Michel Bolduc, qui est coordonnatrice aux événements et aux communications pour la Société d'Alzheimer de la Naudière. Bonjour, Mme Bolduc. Bonjour, merci pour l'invitation. Alors, cette activité de financement aura lieu le 31 mai prochain. Comment les gens vont se coordonner et comment on peut s'y préparer là? Mais en fait, oui, cette année est complètement différente. Hein? On le comprend avec la pandémie. C'est sûr que a fallu y aller un peu de créativité et user, bien sûr, le virtuel. On fait appel aux gens à leur générosité habituelle pour se préparer de leur côté, d'y aller de sollicitations aussi envers les gens qu'ils côtoient et qui les encouragent aussi d'année en année. Donc, de leur côté, les gens peuvent se préparer. On a mis sur notre page Facebook des indications. D'ailleurs, il y a une personne qui gravite autour de la Société Alzheimer de la Naudière qui s'appelle Stéphane Pinel. Et Stéphane marche énormément. Il est un pro de la marche et il a gentiment accepté d'y aller de conseils. Comment est-ce qu'on peut se préparer justement avant de marcher, que ce soit au niveau physique, au niveau psychologique. Pardon, et également au niveau du matériel. Donc, vous pouvez retrouver ça sur notre page Facebook. Et ensuite, le 31 mai, donc le dimanche 31 mai, de midi à 13h30, on invite les gens à aller sur notre page Facebook et il va y avoir un lien qui va les amener
à la plateforme d'Alzheimer Canada pour qu'ils puissent vivre en direct là, vraiment la marche à travers tout le pays. Donc, toutes les sociétés Alzheimer au Canada se mobilisent au même moment pour faire en sorte que cette marche-là puisse être tout à fait possible autrement, mais tout à fait possible à nouveau cette année. Les gens, est-ce qu'ils vont avoir marché avant de se brancher sur Facebook ou ils vont Oui, marcher oui. pendant qu'ils vont suivre ça sur leur téléphone? Comment ça fonctionne? Bien, les gens peuvent marcher, bien sûr, avant. On invite aussi les gens à se filmer eux-mêmes, faire une petite capsule rapide de quelque chose comme 2 minutes qu'ils peuvent mettre sur YouTube ou d'autres plateformes pour faire en sorte aussi d'interpeller leur monde. Donc, c'est un petit moyen créatif et déjà, on voit sur la page de la marche plusieurs personnes qui se sont filmées comme ça et puis qui ont pu faire appel à leur réseau de cette façon-là. Oui. Alors, c'est aussi une activité de financement pour la société Alzheimer. Est-ce qu'on peut donner des exemples là, des services que ça va aider à financer, là? Ben, en fait, les services qui sont financés, faut savoir que d'année en année, on n'a pas d'autre choix que de faire appel à nos levées de fonds pour assurer les services qu'on offre. On a du financement, bien sûr, comme toutes les sociétés Alzheimer et tout organisme à but non lucratif. On a du financement du gouvernement. C'est pas assez, par contre, pour suffire à tous les services qu'on offre et qu'on souhaite offrir. Il y a 8400 personnes qui sont atteintes d'Alzheimer ou d'autres maladies apparentées, d'autres troubles neurocognitifs dans la Naudière. Donc, ça demande énormément d'effectifs. Les services qui sont offerts normalement et qu'on tente bien sûr en ce moment avec la créativité de pouvoir poursuivre. Là. On a le Rapapa qui est un atelier finalement qui se déroule dans deux salles différentes. Dans une salle, on retrouve les proches aidants. Dans une autre salle, il y a les aidés. Donc, autant pour les proches aidants, mais on procure du répit de cette façon-là. Il y a des conférences qui peuvent être offertes aux proches aidants. Il y a différents ateliers. Du côté de l'aider, il y a beaucoup de stimulation qui est faite. Et puis, ça leur permet vraiment là, aussi de sortir de la maison puis de pouvoir échanger aussi avec le personnel de la Société Alzheimer, puis avec d'autres intervenants également. Ensuite, il y a l'instant présent. L'instant présent qui est offert spécifiquement pour les personnes atteintes. Donc, également, en temps de pandémie, on fait preuve de créativité. Il y a Cynthia qui, de son côté, une de nos intervenantes qui fait des Zooms à la maison, puis avec les personnes atteintes là, à distance, tout ça. Ça se déroule quand même, je vous dirais, quand même assez bien. La petite difficulté, comme on peut bien l'imaginer, c'est le fait que ce n'est pas toutes les personnes qui ont accès facilement au web ou que ce soit à travers Zoom, Skype ou d'autres plateformes. Mais c'est ça, il y a le téléphone, bien sûr, qui vient pallier à tout ça. Donc, c'est ça, mon Dieu, il y a de la formation qui se donne aussi pour les proches aidants, pour les intervenants du milieu de la santé. Donc, en ce moment, il y a Sylvie qui, encore là, de son côté, en fait de façon virtuelle. Donc, c'est différents services là, qui sont offerts. Il y a de l'écoute aussi, de l'écoute active, de l'écoute téléphonique. On évite d'ailleurs les gens, en cette période un petit peu plus difficile, bien sûr, à faire appel à nous, de ne pas hésiter à nous appeler. Il y a beaucoup d'isolement. Hein. On entend parler de l'isolement depuis plusieurs semaines maintenant. On savait que ça existait, l'isolement, mais maintenant, on est vraiment confronté à cet isolement-là encore plus, de façon plus marquée. Donc, j'en profite je saisis l'occasion là, pour faire appel justement aux gens de ne pas hésiter de nous appeler en ce moment. Justement, là, ce qu'il y a beaucoup en cette période de pandémie, là, des proches aidants qui vous appellent. J'imagine que ça doit être assez angoissant, la situation. Là. Pas toujours évident d'expliquer à une personne qui est en perte au niveau de la mémoire et tout ça, qu'elle doit respecter le 2 mètres, de se rappeler de ne pas toucher le visage, de faire attention où elle met les mains. Tout ça, ça doit être une grande source de stress là, pour les proches aidants. Oui, c'est difficile. En fait, c'est sûr qu'ils sont présentement très confinés.
C'est des gens qui ont, évidemment, qu'on sait en haut de 70 ans là, pour la majorité. Et puis, en CHSLD, vous savez qu'il y a 80% des personnes en CHSLD qui sont atteintes de troubles neurocognitifs. Donc, c'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup. Et puis, ces gens-là sont coupés, bien sûr, de leur famille en ce moment. Ceux qui sont à la maison, on peut dire qu'ils sont un peu plus privilégiés, hein. C'est certain, ils ont leur monde avec eux. Par contre, ils vivent beaucoup l'isolement. Beaucoup, beaucoup. Et c'est des gens qui, en ce moment, autant le proche que la personne atteinte, euh, leur routine est complètement bouleversée en ce moment. Ils sont coupés beaucoup évidemment, de l'extérieur. Et puis, pour la personne atteinte, ça veut dire manque de stimulation, beaucoup. Et c'est tout à fait normal. Et c'est sûr, un exemple, quand on fait des groupes, on parlait du Rapapa tantôt, il y a beaucoup de stimulation qui est faite auprès de la personne atteinte. Et puis là, présentement, ben, c'est une période qui est très, très stressante pour tout le monde. Ça vient changer les habitudes. Donc, en tout cas, on fait face présentement à des difficultés là, qui sont liées au fait de justement de ne plus avoir ces contacts-là. Nous, on a des accompagnatrices qui font tout de même un travail exceptionnel, qui appellent les personnes atteintes, qui appellent les proches aussi, nos intervenantes de leur côté également, mais on sait que le contact, évidemment, n'est pas là. Donc, on espère bientôt. On est à l'affût, nous aussi, là, de voir comment est-ce qu'on pourra, dans un avenir le plus rapproché possible, fonctionner à nouveau. Alors, une personne a écouté l'entrevue, elle est disposée à marcher quelques kilomètres, elle aimerait aider la société. Comment ça fonctionne pour s'enregistrer comme participant, enregistrer les dons? Oui, ben en fait, la personne peut tout simplement aller sur le site web de la marche ou nous appeler. Le site web de la marche, ils peuvent aller sur marchepourlalzheimer.ca. On va pouvoir là, fournir les coordonnées. Et puis, les personnes peuvent également nous appeler tout simplement pour s'enregistrer, faire un don. On fait ça de manière très, très simple. Le bon vieux téléphone. Donc, les gens peuvent nous appeler au 450-759-3057. 450-759-3057. Et puis à ce moment-là, bien sûr, on peut le faire à distance sans problème. Sur la plateforme, comme je disais tantôt, marchepourlalzheimer.ca, c'est tout à fait simple aussi là, de pouvoir s'enregistrer et de faire les dons et d'interpeller aussi les gens autour d'eux. On compte sur tout le monde. Bon, ben, merci d'avoir pris le temps de nous en parler ce matin, puis continuez votre mission importante. Merci, merci beaucoup, M. Robert. Bonne journée tout le monde. Bonne marche. Politique municipale maintenant, avec le maire de Lanoraie, Gérard Jean, on revient sur quelques faits saillants du dernier conseil municipal, notamment l'adoption du rapport financier pour la dernière année, de nouveaux règlements de circulation, l'entretien de la piscine et son éventuelle réouverture cet été, ainsi que le camp de jour de l'été 2020. Alors, l'entrevue avec le maire a été réalisée avant l'annonce du premier ministre concernant les camps de jour, mais ce qu'il dit concernant le besoin de locaux et des négociations à ce sujet avec la commission scolaire demeure d'actualité. Alors, voici donc les extraits choisis de notre vidéoconférence. L'excédent était de 735 000. Et puis, au niveau de la dette à long terme, le montant de la dette à long terme est de 1 040 200 $. Donc, c'est vraiment minime là, pour une municipalité comme la nôtre d'avoir une dette à long terme de 1 million. Donc, il y a eu aussi là, une modification au règlement sur le stationnement et la circulation, ajout de sens unique. Est-ce que c'est entre autres ce dont on avait déjà discuté, que vous aviez un projet de rendre la rue qui est à côté du centre Nouveau Point de Vue là, à sens unique? Exactement. C'est effectivement la rue, c'est cette rue, je cherche le nom de la rue, là. C'est la rue du Couvent, qu'on a mis en sens unique vers le fleuve parce que lorsque les autos arrivent, il y a beaucoup de confusion là, à cause de la disposition de l'arrêt obligatoire pour le chemin Joliette. C'est que l'arrêt se trouve pratiquement dans l'emprise de la rue, puis là, ça amène une certaine
une certaine complexité au niveau des automobilistes, puis il y a un risque de collision. Donc, pour corriger le problème, on a mis un projet pilote. Évidemment, on va voir comment ça va se passer. Donc, on a mis ça en sens unique jusqu'au fleuve, puis on remonte l'autre rue à côté. Ça, c'est ce changement-là, c'est ce qu'il y a pour les sens uniques, c'est le seul? Oui, il y en a un autre là, qu'on a mis en sens unique, c'est la rue à côté du bureau de poste. La rue à côté du bureau de poste, on l'a mis en sens unique à cause qu'il y a une problématique de stationnement, là, lorsque les gens vont au bureau de poste, puis quand il y a des autos stationnées des deux côtés, bien, les automobilistes ne peuvent plus passer entre les deux. Donc, même s'il y avait une interdiction de stationner, bien, c'est évident, les gens, lorsqu'ils arrivent là, bien, ils disent, j'en ai pour 15 secondes, donc ils descendent, puis des fois, bien, ça prend plus de temps. Donc, ça amène ça aussi un risque pour les automobilistes. C'est pour ça qu'on a mis ça aussi en projet pilote ce côté-là. Et il y a un changement pour ce qui est des véhicules lourds, notamment là, de la rue Caillé, Faust, Louis-Doucet, Richard. Oui, et ça, c'est qu'on a des véhicules lourds qui vont chez Tube Caron, qui est en arrière. La réception pour les camions est en arrière de Tube Caron, sur la rue Caillé. Et puis, ce qui se passe, c'est que souvent, les camions arrivaient par la rue Richard pour tourner en direction sud sur la rue Caillé. Et puis, sur le coin, les camionneurs passaient sur le terrain privé du propriétaire qui est sur le coin de Caillé et Richard. Donc, on avait mis en anglais, c'est un no truck, là, mais une interdiction aux camions de passer sur la rue Richard. On avait mis ça l'année passée, mais le problème a persisté. Donc, ce qu'on a fait, là, on a renforcé justement pour que les camions passent sur Louis-Joseph Doucet, qui allent prendre la rue Faust, si je ne me trompe pas, et puis qui reviennent par la rue Caillé. Donc, à ce moment-là, s'ils ressortent par rue Caillé, bien, ils se trouvent être avec un virage à gauche, il y a moins de problématiques pour les terrains parce que à ce moment-là, le camion, il vient de l'autre côté de la rue. Ça marche. Il y a eu le dépôt de soumission là, pour les travaux de peinture à la piscine et la pataugeoire. Est-ce que le contrat a été accordé? Oui, effectivement. Le contrat a été accordé au plus bas soumissionnaire, qui est Souci Aquatique, et puis qui est à 22 880. Et puis, on avait deux autres soumissionnaires dans ça, donc il y avait une différence quand même assez appréciable. Il y avait Piscine et Spa Poséidon qui avait soumissionné au montant de 37 026,55 $. Il y a aussi les services Piscine et Spa Godmer Inc. Qui a soumissionné pour 29 893,50 $. Et Souci Aquatique Inc. qui a soumissionné, lui, avec 22 880 $. Donc, c'est lui le plus bas soumissionnaire conforme. Et puis, c'est à lui qu'on a accordé le contrat. Moi, au niveau de la Noret, je suis loin de penser qu'on va ouvrir la piscine à cause de tout ce que ça prend pour gérer la distanciation. Autant pour gérer, autant pour désinfecter les toilettes à tous les fois qui sont servies, les douches, ainsi de suite. C'est pas nécessairement évident, là, et puis on ne voudrait pas se retrouver de mettre la population à risque avec la piscine. Fait que c'est fort probablement qu'on va devoir sauter une année au niveau de la piscine. Le camp de jour aussi est en suspens? Le camp de jour, pour le moment, nous, on donne un contrat avec l'air en fête, et puis c'est en suspens dans le sens qu'on attend. Eux sont autant en attente de la santé publique que nous. Dans le sens que là, c'est comme des démarches qu'il faut qu'on fasse avec la commission scolaire. Si jamais le camp de jour a lieu, on aimerait beaucoup que la commission scolaire nous autorise à utiliser les locaux scolaires parce qu'on va être limité dans les locaux. Là, avec la distanciation, ça prend un local par groupe, donc c'est pas évident. Et nous passons maintenant à notre seconde pause. À la maison, en situation de violence conjugale, si vous vous sentez en danger ou si vous avez peur pour la sécurité de quelqu'un, sachez que personne n'est obligé de rester dans un foyer violent.
Il y a des gens de confiance qui sont là pour vous aider. Alors contactez votre CLSC ou la ligne Info Sociale 811. Parce que penser à son bien-être, c'est aussi ça, se protéger. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 10 mai, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Anaclet Lemire, époux de feu Hélène Dumont, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil sa fille Patricia Lemire, de même que ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, Janine Lemire, Muriel Lemire, feu Alfred Leboutillier, Jean Lemire et sa conjointe Huguette Sylvestre, Cécile Dumont et son conjoint Martial Sarrazin, André Dumont, feu Ghislaine Moineau, Guy Lamarre, feu Jacqueline Dumont, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et dans les circonstances de pandémie de COVID-19 et dans le but d'éviter les rassemblements, la famille de M. Lemire a pris la décision de reporter les rituels à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 12 mai, à l'âge de 93 ans, est décédé M. André Blais, époux de feu Réna Barthes, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses enfants, Robert Blais et sa conjointe Rita Bergeron, Carole Blais, Claudine Blais et son conjoint Jocelyn Plante, Nancy Blais et son conjoint Bernard Chaput, de même que ses petits-enfants Dominique et Jennifer Blais, Audrey et Marie-Pierre Plante, Marie-Philippe et Marc-Olivier Chaput, ainsi que leurs conjoints. Laisse aussi dans le deuil ses arrière-petits-enfants Geneviève, William, Michael, Zachary, Arthur, Charlotte, Émile, Louis-Jean, Romy et Clémence, de même que son beau-frère et ses belles-sœurs, Rosaire Barthes et sa conjointe Denise Grégoire, Sylvia Barthes, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, jeudi soir, le ciel sera généralement dégagé avec un mercure de 20. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le ciel demeure généralement dégagé, mais le mercure fléchit vers les 12 degrés. Et vendredi matin, ensoleillé avec 15 degrés. Puis, en après-midi, un soleil généreux fera grimper le mercure jusqu'à 27. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un dernier bulletin d'information régionale de la semaine et merci de continuer de nous suivre durant ce confinement progressif mais fragile et merci de rester prudent. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB.
Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.